Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'est souvent posée ou qui tourne dans la tête de certains sans qu'ils osent me la poser. C'est: est-ce que tu penses vraiment que la Terre est plate? Alors, ou est-ce que tu fais ça par devoir philosophique? Pour faire l'expérience de penser quoi? Alors oui, c'est vrai, je fais ça par devoir philosophique. C'est-à-dire que si je passe mon temps à commenter des démarches philosophiques sans les entreprendre moi-même dans ma vie, c'est nul, ça vaut zéro, quoi. Donc oui, il y a un devoir philosophique, je pense, à se dire, c'est tellement énorme cette histoire de la Terre plate que si ça a la plus petite chance d'être vrai, j'ai envie de le découvrir. Ça a été un peu ça aussi. Surtout, ce qui a supplanté cette idée de devoir philosophique, ça a été la curiosité et le goût du risque, la mise en danger intellectuelle, et pas seulement intellectuelle, puisque s'engager dans cette recherche, c'est-à-dire admettre la possibilité que la Terre puisse être plate, c'est toute une démarche métaphysique. Vous le comprendrez quand vous entreprendrez cette recherche. C'est un chemin intellectuel qui nous est proposé, un jeu, si on veut. Alors faut monter par qui ce jeu? Je ne sais pas. Je sais pas qui a mis ce jeu, qui a lancé ce jeu, tout à coup, qui m'a mené à remettre en cause métaphysiquement tout mon monde. Mais j'ai décidé d'y jouer et j'ai choisi des instruments pour me guider. Chacun choisit ses instruments pour se guider. Ces instruments, c'est la méthode qu'on va choisir pour trouver la vérité. Parce que toute ma vie, j'ai cherché la vérité. C'est pour ça que j'ai fait des études de philosophie ou que j'ai fait aussi des thérapies avec des psys, que je me suis tournée vers la spiritualité, vers le bouddhisme, etc. Tout ça, c'était dans une recherche de vérité, une recherche métaphysique, de savoir pourquoi je suis ici. Après, la forme, comme je l'ai déjà dit, la forme du lieu dans lequel nous nous trouvons, finalement, c'est pas la question la plus importante à se poser au niveau existentiel. Mais c'est une réponse, en fait. C'est un indice qui nous est donné pour répondre à cette question. La forme du monde et ce qu'il représente pour nous, c'est un indice des raisons de notre existence. Il faut qu'il soit vu comme ça. Donc j'essaie de relativiser un peu ce point-là, simplement, c'est un chemin comme un autre pour se poser des questions métaphysiques et spirituelles. Et vous verrez pourquoi en vous y engageant, parce que ça touche à de multiples aspects de notre vie, des aspects scientifiques, des aspects poétiques, des aspects métaphysiques, des aspects religieux, des aspects politiques. Ça touche en fait à beaucoup de champs, la cosmologie. C'est pour ça que la cosmologie, c'est-à-dire la représentation qu'on se fait de notre monde, est l'enjeu de base des autorités qui dirigent un groupe humain. C'est-à-dire l'autorité qui va contrôler un certain troupeau humain aura une parole cosmologique pour ce troupeau, que cette autorité soit religieuse ou laïque d'ailleurs. C'est
c'est une obligation, c'est-à-dire que l'humain a besoin de savoir quelle est son origine, quelle est la genèse de son monde, et donc il y a différentes réponses qui peuvent être apportées à ces questions. On peut dire par exemple que nous sommes nés de rien et du hasard et du chaos, ou on peut dire que nous sommes nés d'une intelligence qui a ordonné le chaos, ou qui a créé l'ordre sans avoir créé de chaos aussi. Donc il y a plusieurs explications possibles, et les religions et la politique vont s'emparer de ces questions et apporter des réponses toutes faites à ces questions auxquelles nous, les têtes de bétail, auxquelles nous, les êtres pensants, nous devons nous positionner en fait. Nous avons le choix de nous positionner en faveur de telle ou telle idéologie ou de les refuser. On peut aussi décider de chercher tout seul, ce qui est très périlleux aussi et un peu orgueilleux parfois. Donc je pense qu'il ne faut pas rejeter la tradition a priori. Ça, c'est souvent l'orgueil qui nous fait rejeter la tradition. On considère qu'on est arrivé, l'orgueil et le progressisme qui se nourrit d'orgueil, qui nous fait croire qu'en fait on est arrivé au top de la connaissance humaine, et que cette connaissance humaine, c'est la science que les élites nous donnent à l'école et dans les médias, etc. C'est censé être la crème de la science, la crème de l'histoire, la crème de la littérature, la crème des maths, etc., ce qu'on a à l'école. Donc je reviens à la question, pardon de m'être dispersée, mais j'espère bien me faire comprendre dans mes intentions, et je ne veux pas échapper à cette question, je vais y répondre sans me cacher derrière un personnage. Quand je dis que je ne saurai probablement jamais, c'est parce que ça me tient à cœur de conserver un doute jusqu'à ce que le réel lui-même ne m'ait pas démontré quelque chose, une fois pour toutes. Mais c'est vrai que depuis que je m'intéresse au géocentrisme, j'ai vraiment l'impression, en fait, que tout se passe comme si le géocentrisme était exact. C'est-à-dire que si on m'avait jamais donné l'explication copernicienne, puis newtonienne, puis einsteinienne, si on m'avait pas donné ces explications-là et qu'on m'avait dit la Terre est au centre de l'univers, les étoiles ce sont des luminaires qui sont des calendriers dans le ciel qui marquent le temps qui passe. C'est difficile d'imaginer qu'on se trouve sur une sphère, puisque ça nous emmène dans un monde d'hypothèses qu'on ne peut pas expérimenter nous-mêmes. Le fait que de l'eau puisse épouser une sphère. On doit admettre que la gravitation ait cet effet-là sur l'eau de la Terre, sans pouvoir l'expérimenter nous-mêmes en laboratoire, ni sans avoir les moyens de le reproduire ou de l'observer par nous-mêmes. En fait, on est obligé de recevoir un argument d'autorité à un moment donné, puisque on va me dire tu peux aller en Antarctique vérifier les bords de la Terre. Oui, mais non. Enfin, j'ai déjà du mal à partir en vacances avec mes revenus, donc aller en Antarctique et braver les militaires et tout, toute seule sur des skis, non, je vais pas faire ça. J'ai pas les moyens de vérifier que les images qu'on me montre du télescope Hubble viennent vraiment du télescope Hubble. On me montre des images de synthèse de ce télescope. C'est des dessins, quoi.
Donc, je dois croire en ces dessins. Et c'est difficile. C'est difficile d'y croire. Puisque c'est une agence qui nous fournit ces images, qui a le monopole avec ses partenaires. C'est le seul fournisseur de données qu'on a sous la main. Donc, les physiciens, les astrophysiciens, ceux qui font des thèses sur Terre, j'allais dire, tous ces gens qui sont engagés dans la recherche astrophysique, simplement, ils travaillent à l'intérieur d'un modèle prédéterminé, qui est le modèle d'Einstein, de Newton, de Copernic, de Galilée, et donc ils travaillent à l'intérieur de ce modèle-là, avec les données qui leur sont fournies par des entités supérieures comme la NASA, qui ont le monopole c'est le seul fournisseur de ces données, avec les autres agences spatiales qui ne sont en fait un réseau d'une même agence qui a des, comment on dit, une même agence qui a des franchises dans des pays différents, mais vous verrez que dans leur logo, quasiment tous, ils ont ce même chevron, ce même symbole. Bien sûr, tout le vocabulaire aussi qui est utilisé par les agences spatiales, c'est que du vocabulaire mythique, mythologique et même païen, je dirais. Regardez le nom qui sont donnés aux fusées, aux satellites, aux planètes, etc. Tout ça est très ésotérique aussi, fait grandement appel à l'ésotérisme. Dans une autre vidéo, j'ai eu l'occasion de vous dire, par exemple, que quelqu'un comme Jack Parsons, qui est à l'origine un des pionniers de la NASA, c'était un occultiste patenté, un télémiste. Je veux dire que la science moderne et contemporaine entretient des rapports avec l'occultisme qu'on retrouve assez facilement en étudiant un peu ces grandes figures. Donc ici on a Jack Parsons qui est voilà, cofondateur du Jet Propulsion Laboratory, à l'origine de... Alors c'est incroyable parce qu'on dirait vraiment la méchante reine dans Cendrillon. Enfin, c'est fou, quoi. Je sais pas à quel point c'est du cinéma, tout ça, mais il y a des choses à voir tout de même, il y a des questions à se poser. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? À mes amis scientistes qui pensent, comme j'ai pu le penser à une époque, que la science détient les clés de la vérité à elle seule, j'ai envie de vous dire que les idoles du scientisme, ceux qui font cette science contemporaine, qui part complètement dans l'irréel, dans l'imaginaire, ces maîtres ne sont pas des gens athées, ne sont pas dénués de spiritualité ni même de religiosité, et pour certains, et même tous, se trouvent dans une spiritualité de l'initiation et de l'illuminisme liée à des pratiques occultes. Ce scientisme prétend détenir toutes les clés de la science, comme toute autorité se présente. Toute autorité se présente toujours comme la science. Réfléchissez-y. Qu'on se trouve dans une tribu africaine, en Polynésie, ou en France au XVIIIe siècle, ou au Ve siècle, toute autorité se présente toujours comme la science.
et notre époque n'échappe pas à cette règle. Donc sachez relativiser aussi la puissance de pensée de l'autorité qui nous délivre ce message. Ça ne remet pas en considération l'honnêteté des gens, mais simplement leur crédulité. Il y a un problème, en fait, de naïveté vis-à-vis de l'autorité. Les plus illustres prédécesseurs, ou en tout cas idoles du scientisme actuel, n'étaient pas dans cette extrémité contemporaine du scientisme, de l'athéisme. Ces gens n'étaient pas athées. Copernic était chanoine. Georges Lemaître était abbé. Les personnes de marque, les scientifiques de marque qui sont cités aujourd'hui par les personnes qui promeuvent le scientisme, tels que Galilée qui fait date à son époque, ou Descartes qui est vraiment le fondateur, je pense, du rationalisme français. Descartes lui-même prouve l'existence de Dieu dans ses méditations métaphysiques, à sa manière, c'est-à-dire par la rationalité, si vous voulez, qui pour moi est une méthode assez limitée en fait, mais qui a sa valeur pour certaines choses, pour certains problèmes, mais pas pour tous les problèmes, et ça ne répond certainement pas à tous les problèmes métaphysiques pour moi, le cartésianisme. C'est une méthode qui elle-même a ses a priori et ses préjugés, mais fait un bel effort pour s'en défaire. Descartes, qui lui-même pratiquait l'occultisme dans des écoles initiatiques à visée illuministe. Bon, j'ai fait un petit tour de la question et pour essayer de revenir à la question de départ, est-ce que je pense vraiment que la Terre est plate? Bah écoutez, je me suis bien intéressée aux promoteurs du globe et de l'héliocentrisme et du einsteinisme, et je suis en train d'essayer de voir si vraiment c'est une théorie scientifique en fait. Parce que je commence vraiment à me demander si ce n'est pas juste une théorie philosophique. Parce que je suis en train de lire les lettres coperniciennes de Galilée. A priori, là où j'en suis rendue, Galilée défend vraiment ça comme une vision du monde, comme une philosophie du monde, plutôt que comme quelque chose aussi d'absolu et d'absolument indubitable. Donc c'est assez troublant, d'autant que Galilée défend aussi dans une lettre, on voit clairement que Galilée est héritier simplement de la thèse de Copernic, qui s'en fait le promoteur en fait. Et comment s'en fait-il le promoteur en tentant de réconcilier la thèse de Copernic avec les doctrines de l'Église catholique romaine, car il est exclu pour lui de prétendre que des thèses humaines puissent être supérieures aux Écritures. C'est impossible pour lui à l'époque, on le voit quand on lit cette lettre à la grande-duchesse Christine. Alors, est-ce qu'il est hypocrite? Ça, c'est une bonne question, parce qu'alors s'il est hypocrite, ça ne plaide pas non plus beaucoup en sa faveur. Alors là, s'il est hypocrite, non, ça plaide pas en sa faveur. Mais en plus, perçu par nous comme une sorte de martyr de la science, c'est en fait un ami très proche du pape lui-même, le pape Urbain, je sais plus combien. Et il a été traité avec beaucoup d'égards, vu la thèse qu'il mettait sur le tapis. On reviendra peut-être là-dessus une autre fois, mais vous pouvez trouver des contre-histoires de cette thèse de Galilée en martyr de la science en vous intéressant un tout petit peu simplement à cette affaire, en allant creuser et lire
deux, trois choses contradictoires sur le sujet, vous allez pouvoir vous faire une idée sur ce qui s'est à peu près passé. Et en tout cas, ce n'est pas l'idée qu'on en a a priori, comme ce n'est pas l'idée qu'on a a priori de Descartes, ni de Newton ou de Einstein. Alors, quel était mon propos ici? Mon propos ici, c'était d'essayer de faire prendre conscience que le scientisme n'est pas la science et les scientistes se présentent comme des scientifiques. C'est pourquoi il est très difficile de discerner l'un de l'autre. Mais il s'agit d'une idéologie, il s'agit bien d'une idéologie que je vous invite à découvrir dans l'article Wikipédia qui est assez clair. On a vu en tout cas que les héros de la science contemporaine ne sont pas des personnes qui ont rompu avec la religion. Au contraire, quel que soit le bord qu'ils aient choisi de défendre d'ailleurs. Voilà, merci de m'avoir écouté. Au revoir. Et donc, est-ce que je pense vraiment que la Terre est plate? Eh ben, j'aimerais bien parce que c'est plus beau.